Bienvenue à vous qui écoutez le podcast J'ai un truc à te montrer, dans cet épisode consacré à la vengeance féminine au cinéma. Le film de vengeance, c'est quoi ? Souvent associé au thriller, les ingrédients sont bien connus. Ambiance sombre, crimes atroces, personnages torturés et une fin qui offre une catharsis au spectateur. Oui, mais pour les personnages féminins, ça donne quoi ? Gone Girl de David Fincher est un exemple de ce genre, un film dans lequel Amy transitionne du statut de victime à celui de psychopathe qui orchestre sa vengeance de manière machiavélique. Une femme calculatrice qui illustre la rage féminine dans toute sa froideur. Dans le genre le plus répandu qui s'appelle le rape and revenge et qui, comme son nom l'indique, exploite des personnages féminins amenés à subir de graves sévices sexuels pour ensuite se venger, ces femmes d'abord victimes deviennent agresseurs et subvertissent les codes moraux. Un genre majoritairement écrit et réalisé par des hommes, produisant des récits au male gaze éculé et phallocentré. Sauf quand c'est Emerald Fennell qui réalise Promising Young Woman, un film qui rabat les cartes du genre, ou encore Zoe Kravitz avec Blink Twice sorti cette année. Pourquoi c'est sexiste de penser la vengeance uniquement par le prisme de l'abus ? Comment on traite les violences sexuelles au cinéma depuis MeToo ? Qu'ont les réalisatrices à dire à propos de ces sujets épineux ? Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mo. Salut Mo. Salut. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, avant de terminer l'épisode en vous parlant de Midsommar, la découverte horrifique qui clôt son voyage cinéphilique de l'année. Tout à fait. Bienvenue à toi Mo, pour discuter de tous ces films. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu connais, le Rape and Revenge ? Alors je connais le genre, je pense pas en avoir vraiment vu. J'en ai vu des plus jeunes, des films d'ailleurs qui étaient des films d'horreur, mais c'est pas des choses qui m'ont vraiment marqué. Après Gone Girl, je l'ai vu au ciné, dès qu'il est sorti. Mais voilà, sinon j'ai pas de référence autre. Et c'est lesquels que t'as vus ? Alors les noms je m'en souviens plus parce que c'était pas des films très intéressants, mais c'était des histoires de nanas qui se faisaient violer ou qui étaient agressées et qui se vengeaient contre les agresseurs. Mais c'était pas des grands films quoi, c'était vraiment des trucs très sanglants, pas très profonds quoi. Voilà. Ouais, c'est du cinéma d'exploitation, donc c'est souvent du gore. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, beaucoup de gore, et du coup, comme c'est des trucs qui m'avaient dérangé plus jeune, comme je suis une grosse flippette, j'ai pas du tout marqué les titres. Oui, voilà. T'as pas imprimé quoi. Non, pas du tout. Mais en même temps, tu loupes pas grand chose. Moi, j'aime pas du tout ça. Le Rape and Revenge, comme je le dis, c'est un genre... comme c'est écrit par des hommes, déjà, il y a un problème, tu vois, de... Enfin, comment tu peux parler de ça vraiment. Mais bon, on en parlera un peu plus tard de tout ça. Là, on va vraiment parler du concept de la jouissance en tant que spectateur, de voir aboutir un personnage féminin à une vengeance. Et notamment, c'est le cas dans Gone Girl, sorti en 2015, donc, dont on a déjà parlé dans votre épisode sur le cinéma féministe des petits pédestres. Donc j'ai parlé avec Cédric dans l'épisode de David Fincher, donc on va pas en parler non plus pendant 15 000 ans, mais j'avais quand même envie d'évoquer ce film. Moi, quand je te dis Gone Girl, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Ouais, bah c'est vrai que j'ai sa tête quoi, j'ai son regard direct. Un des derniers du film, quand tu me dis Gone Girl, je pense à ça. J'avais adoré dès la première fois que je l'ai vu. Je trouvais que c'était hyper rafraîchissant. C'est très rare de voir des personnages déjà psychopathiques à peu près bien écrits. Et des personnages psychopathiques féminins bien décrits, non ça j'avais jamais vu. Et j'ai beaucoup aimé... c'est Ben Affleck ? Ouais. Voilà, que pareil j'ai vu dans certains films mais pas beaucoup. Et je l'ai bien aimé dans ce film, je trouvais qu'il prenait pas trop de place. Je sais pas comment dire, je trouvais qu'il était très bien dans son rôle d'homme dans ce film-là. Et voilà, je trouvais l'actrice exceptionnelle et ce regard glaçant là, il me restera celui-là. Ouais, tu m'étonnes. Tu peux résumer l'histoire ? Wow, je pense que tu le feras mieux que moi. Okay. Je pense que ce serait trop compliqué. Donc le film s'ouvre sur le personnage de Ben Affleck, comme tu disais, donc Nick Dunn, qui est dans sa maison en banlieue, et en fait au fur et à mesure de la journée, il va se rendre compte que sa femme Amy a disparu, et une enquête policière va commencer. Donc ça c'est la première heure, où évidemment tous les soupçons se portent vers Nick, puisque c'est un mari nul, qui cache des secrets, et en fait c'était leur anniversaire de mariage, donc elle a laissé des indices, et cette enquête policière va prendre plus de corps quand on va trouver le journal intime de Amy Dunn. Et en fait, à partir du milieu du film, il y a un twist qui révèle que Amy a orchestré son propre faux meurtre pour le punir.
Tu disais que c'était un film rafraîchissant. Alors c'est pas la première fois que j'avais vu la rage féminine représentée comme ça, mais déjà la rage féminine au cinéma, c'est une émotion à laquelle on est peu habitué, ou alors c'est codifié différemment. Tu vois, moi quand je te dis rage féminine, tu penses à quoi ? Quel film ? Bah le truc c'est que maintenant je pense au film que tu m'as montré, donc du coup c'est compliqué d'avoir d'autres représentations. Elles sont... Maintenant c'est les plus importantes que j'ai, c'est ces dernières... les derniers films que tu m'as montrés, quoi. Ça vient écraser pour le coup ta mémoire. Complètement. Ouais, vraiment, j'ai pas d'autres. Non mais je vois. D'autres idées en tête. Bah alors j'ai des références. Alors souvent quand tu vas avoir de la colère chez un personnage, tu sais ça va être la femme forte, tu vois, qui retient ses larmes de colère. Tu vois un peu la mère déçue, des choses comme ça. Tu sais sa voix tremble, mais en gros elle se contient. Souvent on voit la rage féminine contenue parce que c'est une émotion, on n'a pas trop le droit, qu'on n'a pas le droit d'exprimer en tant que femme. Et en dehors de ça, on peut l'avoir externalisée, mais de manière, je dirais, hystéroforme, notamment dans le Possession de 1981 avec Isabelle Adjani. Donc là, je vais très mal prononcer le nom de ce réalisateur, Andrzej Zulawski, où elle joue une femme qui sombre progressivement dans la folie, c'est avec Sam Neill. Et cette colère, elle est chaotique et effrayante. Je sais pas si t'as vu des images de ce film. Non, pas du tout. Elle peut aussi être plus comique et moqueuse, notamment dans Blue Jasmine, sorti en 2013, où Cate Blanchett, sous l'œil de Woody Allen, incarne une femme vivant de multiples drames, souffrant d'addiction à l'alcool et aux médicaments, suite à l'effondrement de son mariage, sa ruine financière, sa perte de statut et accessoirement le suicide de son ex en prison. Mais c'est une femme en crise vue par un homme, et c'est très hystérisé et c'est assez ridicule. D'accord. La colère de Amy, elle est très différente. Elle est très froide. Exactement. Ouais. En fait, Amy, elle a internalisé tellement de déception envers son mari qu'elle en a basculé dans une rancune à tendance meurtrière. Enfin, vraiment, comme il l'a trahi, elle veut le punir. Ouais. Et il y a un côté assez jouissif quand on la voit, je sais pas si tu vois cette séquence où elle orchestre tout. En gros, elle fait des recherches, elle regarde des documentaires True Crimes, elle lit des romans policiers, elle commence à écrire son faux journal. Tu sais, c'est cette séquence où elle est dans la voiture et où elle s'échappe, et c'est un montage avec cette succession de scènes. En fait, Amy, elle a été forcée à emménager dans un trou perdu. Ensuite, Nick l'a ignorée, il l'a abandonnée émotionnellement et il la trompe. Alors, c'est probable que c'est parce que c'est une connasse, mais comme justement elle le lui rappelle, il l'a épousée, cette connasse. I'm the cunt you married. Genre vraiment, tu m'as choisi. Mais c'est ça qui est intéressant avec Amy, c'est que elle n'a pas vraiment d'identité, dans le sens où elle est tout le temps en faux self. Oui, complètement. Elle est très manipulatrice, et puis très froide et méthodique, donc moi, ce que je me suis dit, c'est marrant, c'est qu'elle le manipule depuis très longtemps, même quand elle dit qu'il l'a épousée, enfin pour moi il l'a jamais connue vraiment, quoi, d'une certaine façon, et c'est complètement faux ce que je vais dire, mais je l'ai ressenti comme ça, même si je pense pas que ce soit vrai, mais que c'est la vraie Amy, hein. Celle quand elle switch, c'est elle. Elle est là depuis un petit moment et elle se déclare enfin moi je vois un truc un peu comme ça. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Alors ce faux self là, cette fausse Amy, cette façade, c'est quoi ? Donc ça passe par le monologue de Cool Girl, donc la femme que, comme tu disais, qu'elle a fait semblant d'être pour que Nick l'aime. C'est quoi les caractéristiques de la Cool Girl ? C'est qu'elle est nonchalante, facile à vivre, elle s'adapte, elle est rigolote. Et souvent, ce qui va être associé à ça, ça va être qu'elle rejette des traits féminins, comme aimer des trucs d'hommes. Ça, l'exemple parfait, c'est Megan Fox, qui a le corps de Megan Fox, mais qui est une génie de la mécanique. Ouais. Ou même Jennifer Lawrence, l'actrice qui jouait dans la saga Hunger Games, et qui montrait une persona d'elle, où elle disait qu'elle adorait manger des burgers et le baseball. Enfin, tu vois, c'est un peu la pick-me, qui préfère la compagnie des hommes, qui rejette les autres femmes, qui adopte des centres d'intérêt masculins. En fait, elle veut faire consensus. Moi, je sais que je l'ai fait, par exemple, tu vois, quand j'étais plus jeune, je disais pas que j'étais féministe. Pour me faire accepter. En fait, tu te fais petit, tu te soumets, et jusqu'à perdre ton sens de l'identité. Et en fait, Amy, c'est ce qu'elle a fait. Elle a caché son moi authentique derrière un moi construit et faux, et qui est mieux accepté. Et elle a une autre persona encore, qui est une persona publique, je sais pas si tu te rappelles.
dans Gone Girl. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose des journalistes. Alors déjà, il y a l'instrumentalisation des journalistes de sa disparition, parce que déjà, il y a un narratif qui se met en place, mais ça marche parce que il y a une version sociale qui existe d'elle, qui a été instrumentalisée pour être vendue et publique à travers les BD de ses parents. Ah ouais, non, j'avais pas trop souvenir de ça, c'est vrai. Ils ont plagié son enfance et créé une version d'elle qu'ils auraient préférée, qui est totalement idéalisée et surdouée. Et en fait, c'est une version d'elle-même parfaite qu'elle pourra jamais atteindre. C'est vraiment une forme de maltraitance, mais très, très spéciale. Ouais. Du coup, bon, elle a fait semblant d'être cette femme agréable. Et ce qui se passe, c'est que quand justement elle switch, on voit que, enfin, elle est psychopathe dans la manière dont elle va ne percevoir les autres que comme des outils pour obtenir ce qu'elle désire. Tu vois, Nick, c'était le beau gosse journaliste de New York, donc elle allait avoir cette vie-là, et comme on lui a enlevé cette vie-là, comme elle a un sentiment d'emprisonnement, tu sais, de vivre dans la banlieue, au milieu de nulle part, comme elle est frustrée que sa vie n'ait pas pris la direction qu'elle devait prendre, et qu'elle a perdu son statut social, et bah elle devient complètement dingue. Ouais. Elle dit Nick Dunn took my pride and my dignity, my hope and my money. He took and took from me until I no longer existed. That's murder. Donc en gros, elle dit qu'il lui a tout pris jusqu'à ce qu'il n'existe plus rien d'elle et que c'est ça le meurtre et que c'est pour ça qu'elle se venge. Et d'ailleurs, dans le film, tu détestes vraiment le personnage de Nick Dunn, je trouve. Oui, il est très... Bah, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu un fil rouge de tous les films dont on va parler, c'est-à-dire des personnages masculins assez détestables. Je trouve que c'est dans tous les films dont on va parler et que tu m'as montré, il y a un côté très, très rabaissant des personnages masculins qui sont des nuls, et c'est vrai que c'est rare, enfin c'est pas si courant que ça. Et donc c'est le premier nul, quoi. Et il va y en avoir pas mal, je trouve. C'est vrai, des gros nazes jusqu'à des gens extrêmement dangereux. Mais du coup, ouais, c'est le regard de la psychopathie, c'est marrant parce que moi j'avais noté que je la trouvais fascinante dans sa monstruosité. Elle lui dit par exemple qu'elle a tué pour lui. Qui d'autre pourrait dire ça ? À ce moment-là, tu vois sa manipulation comme une toile d'araignée. Elle a un côté à peine humaine. C'est une espèce de poupée figée dans le maquillage, ses cheveux et tout. Et en fait, Amy la prodigieuse, Amy l'enlevée, Amy l'a disparue, et maintenant c'est Amy la survivante. Et finalement, elle fait vraiment trop peur à la fin, dans ce regard. Et en fait, c'est la crainte de Nick qu'on partage dans ce dernier plan du film, qui fait écho au tout premier, parce que l'ouverture du film, c'est elle est allongée, elle a sa tête sur le ventre de Nick Dunn, et elle regarde la caméra. Et dans le premier, elle a l'air douce, effrayée presque. Et là, vraiment, elle est blottie contre lui, elle tourne la tête vers nous, et là, vraiment, elle sourit sardoniquement, presque provocatrice. Complètement. Et en jouissance de l'avoir piégée, elle a réussi, quoi. Ça y est. Elle l'a emprisonnée. Elle a tout sous son contrôle, et en fait, sa colère, finalement, c'est ce qui va être la force de leur mariage, quoi. C'est qu'en fait, il est totalement dominé. Complètement. Et t'as quand même un peu d'empathie pour lui à la fin, je trouve. Complètement. Alors que vraiment, c'est vrai qu'au début et tout, t'es même un peu t'es un peu satisfait du switch aussi. Parce qu'en effet, il est assez détestable. Et à la fin, t'as vraiment un truc de... Bon. Est-ce que elle est un peu loin. Ben oui, alors c'est un mauvais bougre, mais pas à ce point. Ouais, exactement, c'est ça, j'ai envie de dire. Mais bon, il prend pour tout le reste. Tu sens que c'est le bouc émissaire de Amy Dunn, quoi. Exactement. Bon, bah écoute, est-ce que t'as des choses à rajouter sur Gone Girl ? Non. Franchement, je voulais pas non plus, comme on en avait déjà parlé avant. On va passer au deuxième film. Donc, Promising Young Woman, sorti en 2021. Le premier film de Emerald Fennell. Alors, c'est avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Adam Brody, Alfred Molina et Alison Brie. Il a eu le prix du meilleur scénario aux Oscars de 2021. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la direction de casting, elle a choisi exprès des acteurs qui étaient connus pour avoir des rôles plutôt mignons. Tu vois, Adam Brody, c'est Seth dans Newport Beach. Alfred Molina, bah, c'est... alors, pour moi, c'est le méchant dans Spider-Man, Dr. Octopus. Ouais. Mais c'est quand même un méchant cool, tu vois ce que je veux dire. Bo Burnham. Et en fait, ils ont fait exprès de choisir pour montrer que ça pourrait être tout le monde. Monsieur tout le monde. Il y a aussi l'acteur qui joue Schmidt dans New Girl. D'accord. Ah oui, c'est vrai, complètement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, Promising Young Woman, est-ce que tu te rappelles du scénario ?
Oui, je me rappelle un peu du scénario. Après, je raconte encore une fois beaucoup moins bien, donc voilà. Mais je sais pas si on spoil carrément. Oui. Ok. Après, moi, je me souviens surtout du début, parce que c'est toute la scène d'ouverture qui te permet un peu de comprendre ce que tu vas voir par la suite. C'est-à-dire que c'est une femme, voilà. Dans mon souvenir, elle... je sais pas si ça commence dans le bar ou si elle est déjà... Non, ça commence dans le bar, ouais. Ouais, c'est ça. Elle va dans un bar et elle se fait aborder par un homme, etc. Donc c'est une espèce de drague assez lourde. Et au bout d'un moment, elle est complètement bourrée. Et ils vont chez lui ou chez elle. Alors en fait, c'est pas exactement ça. T'as une soirée un peu d'entreprise, tu comprends. T'as des mecs du bureau qui parlent. Et en fait, le film ne commence pas sur elle, ni avec son point de vue. C'est le point de vue des hommes. D'accord, ok. Et en fait, c'est eux qui parlent d'elle en disant regarde la meuf là-bas, elle est complètement déchirée, n'importe qui pourrait la prendre et en faire ce qu'il veut. Et il y a un good guy, soi-disant, qui sort du lot et qui viole les mecs arrêtés et qui va la voir. Et elle est complètement arrachée. Ouais. Et elle dit faut que je rentre chez moi et tout. Il dit je vais te ramener. Et en fait, ça va être une succession de micro-actes qui vont mener jusqu'à une agression sexuelle. Ouais. Au dernier moment, il la ramène chez lui plutôt que de la ramener chez elle, sans lui demander son consentement. Il lui donne encore plus d'alcool quand ils arrivent chez lui, alors qu'elle lui a rien demandé. Elle dit qu'elle a besoin de s'allonger, il la met dans son lit. Et vraiment, il l'embrasse, il lui fait des compliments. Elle ne rend absolument pas ses baisers. Elle est complètement morte. Arrachée, Voilà. Et à ce moment-là, en fait, donc la caméra est au-dessus du lit. Sur elle, donc les bras en croix, elle est beaucoup iconisée comme une figure religieuse dans ce film, Cassie, le personnage féminin, et elle regarde la caméra. Donc elle brise le quatrième mur, elle nous regarde nous directement. Là, elle se lève et elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, ça coupe. Et il y a une reprise de It's Raining Men. Et en fait, on voit ses pieds. Et en fait, avec ce qui ressemble à du sang dessus, elle marche pieds nus dans la rue. La caméra épouse son mouvement. En fait, tu te rends compte qu'elle mange un hot dog. Et elle se fait catcaller. Donc, elle se fait « meuf !» par des mecs sur un chantier. Et il y a marqué Promising Young Woman. Et là, le film tord les attentes du genre. Parce que tu te dis, est-ce qu'elle l'a tuée ? Ensuite, tu la vois rentrer chez elle, elle commence à faire des petits bâtons dans un journal. Donc tu te dis, est-ce qu'elle les bute, ces mecs ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et là, tout le personnage de Cassie est représenté. Et en fait, pourquoi Cassie fait ça ? Est-ce que tu te rappelles ? Ouais, j'ai trop peur de dire des bêtises. Ça me stresse trop. Elle fait ça parce que sa meilleure amie a été violée. Elle s'est suicidée. Et elle fait ça, en fait, pour se venger. Donc au fur et à mesure du film, elle va rencontrer un mec, Bo Burnham. Ils étaient en école de médecine tous les deux. Il va lui parler d'un de ses potes de médecine. Et en fait, on comprend que c'est ce mec-là qui a violé sa meilleure amie. Et en fait, la vengeance de Cassie va se faire en 4 actes qui reprennent les petits bâtons dans son carnet. Et elle va se venger. Alors Cassie, elle inverse vraiment les rôles. Elle passe encore une fois comme Amy du rôle de victime d'abord. En fait, on va comprendre que c'est son mode opératoire. Elle fait semblant d'être saoule plein de fois pour que des soi-disant mecs gentils la ramènent et profitent d'elle. Les confronte, on apprend ça plus tard, de manière non violente en fait. C'est ça, elle les tue pas en fait. Alors moi j'étais persuadée... D'ailleurs cette scène d'ouverture, elle résume tout le film, elle est incroyable cette scène. Elle est... le switch qu'elle a, tu t'y attends pas du tout... T'as trop peur à ce moment-là en fait, c'est un moment horrible au début. Oui, tu te dis putain, je veux voir un viol. Et elle te soulage en fait, ouais, complètement. C'est un peu, c'est complètement empouvoirant. Ouais, c'est ça, ça fait du bien. Elle est badass, elle est badass de ouf. Donc Cassie, si on devait un peu définir le personnage, elle est désabusée, extrêmement intelligente, froide, calculatrice. Elle est aussi sans but et désœuvrée. Elle est figée dans le temps et la culpabilité, elle est définie par son trauma. Elle vit encore chez ses parents à l'âge de 30 ans. Elle a abandonné ses études de médecine quand sa meilleure amie Nina s'est suicidée. Et elle travaille dans un café et son seul passe-temps, c'est de traumatiser des hommes. Et en fait, elle va rencontrer Ryan, donc l'homme cool, tu vois, genre il a tous les... Perfect guy. Ouais, il est drôle, il est patient, il est compréhensif, il est médecin pour enfants, il est incarné par Bo Burnham, enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de lui, tu vois. Et en fait, on va se rendre compte que lui non plus, il est pas tout blanc. Ouais.
Je sais pas si tu te rappelles. Bah que pour moi, tu comprends que c'est lui en fait. Bah qu'en fait, lui, il a été bystander. Il a été témoin, il savait très bien, il a rien dit, ils ont rigolé. Enfin, en fait, elle finit par comprendre qu'il a pas réagi, voire qu'il s'est délecté de ce moment-là. Et qu'en fait, il est exactement comme les mecs qu'elle essaye de piéger de base. Et il y a un truc d'où... Elle se fait un peu avoir, quoi. Et toi aussi, complètement. Parce que le jeu, quoi. Le film donc, commence avec cette ambiance très sombre de thriller et va passer plus sur quelque chose de dramatique avant de devenir vraiment une comédie romantique. Complètement. Il y a cette scène où ils sont dans la pharmacie, il y a Stars Are Blind de Paris Hilton, et ils chantent et ils dansent. Enfin, c'est vraiment... Et il y a un montage de heureux et amoureux, donc toi, quand tu te prends la révélation, c'est en même temps que Cassie. En même temps qu'elle, ouais. Donc c'est extrêmement violent. Deuxième trauma, je trouve, pour Cassie, à ce moment-là. Ah oui, et d'ailleurs, elle avait arrêté sa vengeance. Ouais. Elle l'avait mise en pause quand Bo Burnham est arrivé dans sa vie, Ryan. Et c'est l'élément qui fait qu'elle ira jusqu'au bout. Ouais. Alors, on peut aussi citer en tant que personnage les parents de Cassie, Jennifer Coolidge et Clancy Brown. C'est des gens simples qui comprennent rien et sont impuissants. Ils essayent juste d'aider leur fille, mais en même temps, ils vivent dans un intérieur complètement vieillot et désuet. Ouais. Ensuite, quand elle va commencer sa vengeance, elle va commencer par Madison, jouée par Alison Brie, et qui était une amie à elle deux. Enfin, à elle et Nina. Au restaurant, exactement. Une scène comme ça, ouais. En fait, elle lui fait la même chose qu'à Nina. Donc elle lui bourre la gueule au resto, elle la confronte, donc elle lui donne une chance de se racheter en lui disant il s'est passé ça, il y a X temps et t'as rien fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et en gros elle lui dit oui en fait elle avait pas qu'à boire, elle avait pas qu'à coucher avec des mecs, et donc du coup ce qu'elle fait c'est que Cassie elle a payé un escorte pour ramener Madison dans sa chambre, et alors le film reste flou là-dessus, mais on pense que c'est pour lui faire croire qu'elle a couché avec ce type. Ouais. Pour la trauma, elle aussi, quoi. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, elle va voir la doyenne de l'université qui avait reçu la plainte officielle de Nina et qui n'avait rien fait. Et là, j'aimerais bien faire une petite tangente sur la mise en scène dans Promising Young Woman, et notamment l'importance du cadre comme outil cinématographique, parce que Promising Young Woman a vraiment cette mise en scène très particulière où le personnage est positionné à l'écran de manière à ce que ce soit toujours signifiant. Là, je vais un peu citer Les Demoiselles de l'horreur, qui est une chaîne YouTube ciné et qui a fait toute une vidéo sur le personnage de Cassie et qui cite Gilles Deleuze et qui parle du cadre. Le cadre, c'est la détermination d'un système clos qui comprend ce qui apparaît à l'image. Décor, personnage, accessoire, ça définit le sujet. Ce sont des espaces découpés. Alors du coup, comment tu vas avoir ça dans Promising Woman ? Tu vas avoir des véritables cadres au mur. Et notamment dans cette scène où elle est à l'université et où elle confronte cette doyenne, quel cadre tu as dans la pièce ? Les cadres de tous les hommes importants, des cadres anciens, et en fait de la domination patriarcale et masculine, parce qu'en gros la doyenne elle lui dit mais non, mais en fait on n'allait pas ruiner la vie de ce garçon simplement à cause d'une rumeur. Et c'est pour ça que on l'a pas dénoncé, c'est pour ça qu'on a fait partir Nina, voilà. Et en fait, elle a orchestré sa vengeance, c'est-à-dire qu'elle a enlevé sa fille pour lui faire croire qu'elle allait être violée par des mecs, enfin, c'est Cassie, quoi, elle est complètement folle. Et en fait, t'as tous ces cadres d'hommes puissants, et t'as un plan où tu vois, sur le coin de l'image à gauche, un cadre de elle et sa fille, de la doyenne et sa fille, tu vois, pour vraiment remettre tous les enjeux. Ouais. Le personnage de Cassie, comme elle brise... les attentes qu'on a d'elle-même sociétales, comme elle brise tous les cadres, tu la vois toujours de profil et qui sort en fait du cadre. D'accord. Elle passe par des portes, etc. Et d'ailleurs, elle brise le quatrième mur en regardant vers la caméra dans l'introduction, quoi. C'est là qu'elle prend sa place et son importance dans le récit, c'est là qu'elle reprend le pouvoir. Parce que comme je disais, on n'était pas de son point de vue, on était du point de vue des hommes. Et à ce moment-là, c'est elle qui reprend la narration du film. On va aussi voir l'utilisation de surcadrage, donc comme je disais tout à l'heure, les portes, les fenêtres, pour mettre en valeur des éléments à l'image ou pour séparer des personnages. Donc ça va être vraiment des scènes où ça va montrer le gouffre qui sépare Cassie et les autres, son isolation. Et comme je le disais, t'as aussi les cadres dynamiques, notamment cette première scène où ça commence sur ses pieds,
et ça épouse son mouvement, et ensuite ça montre la rue avec les ouvriers qui lui font « Hey, mignonne, t'as qu'à nous sourire » et tout. Enfin voilà, c'est la remettre dans... Alors certes, elle est badass, etc., mais elle continue d'être opprimée tout le temps, quoi. Et puis ça montre... Enfin, moi je trouve qu'il y a aussi la perversion du système, c'est-à-dire qu'elle en devient une auteure, et même pour d'autres femmes, enfin, tu sens que ça l'a tellement ravagée qu'elle devient auteure du système, et voir, il y a la fille de la doyenne, par exemple. La doyenne, t'es bien contente qu'on se venge. La fille, pas du tout, il y a quelque chose où... c'est là où c'est encore plus fucked up, quoi. Elle est vraiment aussi coincée là-dedans. Mais c'est ça, mais c'est vraiment ce que je disais dans l'intro, quoi. Ils cassent les codes moraux. Ouais. C'est plus éthique, ce qui se passe. Le troisième arc de la vengeance, c'est elle confronte l'avocat de Al Monroe, celui qui avait défendu le violeur. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrête. Parce qu'en fait, lui, elle avait prévu en gros de le confronter et qu'il se fasse péter la gueule après. Et en fait, il pleure dans ses genoux. Ouais. Et il s'excuse et il dit que... Donc là, on est chez lui, narration par l'environnement, maison toute blanche, canapé en cuir noir, les plantes sont mortes, t'as rien, c'est vide. Et lui, il est complètement ravagé, t'as des bouteilles d'alcool un peu partout, et en fait, il dit « J'arrive plus à dormir, je pense à tous les noms de ces femmes... que j'ai foutu dans le trou, enfin vraiment, et il parle des méthodes, il disait mais vous savez avant, pour incriminer une femme, il fallait fouiller dans ses poubelles, mais maintenant sur les réseaux sociaux on a tout, enfin il est complètement fou, et là il pleure sur ses genoux comme je disais, et c'est une invocation de la Pietà, donc la Vierge Marie avec Jésus sur ses genoux, enfin vraiment... D'accord. Elle est très souvent montrée donc avec des sortes d'ailes d'ange au-dessus d'elle. Ça, c'est le cadre de son lit. Tu sais, quand elle est assise sur son lit, qui fait ça. Il y a un moment où elle est... c'est la scène d'ailleurs hyper romantique où il s'embrasse pour la première fois avec Bo Burnham. Et en fait, elle est habillée en rose sur un mur bleu. Et en fait, il y a un petit cadre qui fait qu'en fait, on dirait, tu sais, les espèces de... des caméos du Vatican. Ouais, tu vois, okay. dans l'imagerie, enfin voilà, il y a vraiment ce truc de la femme sacrifiée en fait. Est-ce que tu te souviens notamment de la fin ? Oui, je me souviens. Et est-ce que tu veux qu'on en parle ? Ouais, vas-y, on continue. Mais il y a que moi qui parle. Alors, c'est très intéressant parce que c'est le dernier acte. Oui. Moi, c'est d'un point de vue visuel, mon acte favori parce que, donc, du coup, c'est cette reprise de Toxic au violon de Britney Spears. Et elle est habillée en infirmière avec une perruque. Elle remet du rouge à lèvres sur ses lèvres dans le rétroviseur de la voiture. Elle sort de la voiture, elle enlève la plaque d'immatriculation. Elle marche en soquette blanche à travers la forêt. Jusqu'à cette cabane au loin, très très menaçante, avec ses violons lancinants. Et elle a à la main une petite valisette d'enfirmière et une bouteille. Et en fait, elle est à l'enterrement de vie de garçon de Al Monroe. Ouais. Donc du violeur. Donc du violeur et de tous les hommes qui ont assisté au viol de Nina. Et en fait, elle se fait passer pour la stripteaseuse. Donc elle... commence par droguer tous les mecs. Donc en fait, on comprend qu'elle a mis... sûrement du GHB dans la bouteille. Donc cette scène, elle est cutée, c'est absolument extraordinaire. La musique, c'est des plans, c'est des gros plans en fait sur ces hommes qui sont ornis pour elle, et c'est très sexuel, on dirait presque un clip vidéo ce moment-là. Et en même temps, c'est très jouissif, et là, c'est vraiment la vie, c'est très vivant. Et ça prépare un peu à ce qui va se passer après. C'est plutôt, toi, t'es dans l'attente de la suite, quoi. Voilà. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle arrive à convaincre Al Monroe, donc le violeur, d'aller en haut tout seul pour lui donner une lap dance. Elle l'attache et elle commence à lui dire je suis Nina. Et en fait, il arrive à se libérer parce que réalistiquement, bah oui, il a des muscles, enfin, il est plus fort qu'elle. Et en fait, là, on va retrouver l'importance du cadre dans la mise en scène, c'est que il la plaque contre le lit, il met un coussin sur sa tête, et à partir du moment où il y a le coussin sur la tête de Cassie, on va plus jamais la revoir. Et on sait pas que c'est la dernière fois qu'on a vu son visage. Et la caméra monte sur le visage de Al Monroe, et c'est une scène très longue, en plan fixe. Et en fait, il l'asphyxie, et il la tue. Et la première fois que j'ai vu cette scène, j'étais dans un déni total, parce que ça
cassait tous les codes de ce que j'attendais de ce film. Ouais, t'as même pas la jouissance. C'est comme le début en fait. Le début te casse tout et la fin te casse tout. Parce que t'as toujours le sentiment, je trouve, un peu de... va y avoir un bain de sang à un moment. Une espèce de limite tout le temps dans le film. Et du début à la fin, tu penses que ça va venir d'elle. Et en fait, c'est jamais elle qui tue. Elle, malgré sa badassitude et tout ce qu'elle a déployé, c'est un homme, il la tue elle, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose... et c'est horrible. Cette fin, elle est horrible. C'est fataliste, ouais. Et en même temps, c'est réaliste. Ouais, la fin est plus réaliste complètement. Ça te donne pas de catharsis. Ça te donne pas... Alors la catharsis, on peut peut-être expliquer ce que c'est, parce que c'est quand même un concept... il me semble que ça vient de la Grèce antique et des pièces qu'on jouait, et notamment, par exemple, le complexe d'Oedipe. Ouais. Ça visait à montrer ce qu'il y a de plus violent chez l'humain pour l'extérioriser, pour extérioriser la pulsion, et pour que ça vienne plus nous pourrir à l'intérieur. Donc c'est, par exemple, on va dire que les films d'horreur, c'est une forme de catharsis, quoi. Ça expulse notre violence. Complètement. Voilà. Et là, ça aurait pu être, elle le tue, quoi. Enfin, elle le défonce jusqu'à se venger, et pas du tout. Et non. C'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas au bout de sa vengeance, à cause de tout le système, en fait. Encore une fois, elle, même en reprenant un peu le pouvoir, elle était quand même piégée dedans, et jusqu'au bout, quoi. Elle peut pas en sortir. Enfin, il y a quelque chose qui est terrible dans ce film, qui est très... négatif. Enfin, c'est pas du tout un film optimiste, voilà. Pas du tout. Non. Mais pour autant, tu as une forme de vengeance, parce que le film se termine sur le mariage de Al Munro. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe après qu'elle soit morte ? Le meilleur ami d'Al Munro monte dans la chambre, il est en mode « Ah, t'as tué une stripteaseuse. On est dans les années 90 ou quoi ?» Et en fait, il se rend compte qu'il l'a vraiment tué, donc il brûle son corps. Et c'est très drôle la manière dont c'est mis en scène, parce qu'ils sont donc dans le milieu de la forêt, et ils brûlent le corps, et t'as le personnage, donc celui qui joue Schmidt dans New Girl, t'as l'impression qu'il est un barbuck, quoi. Complètement. Tu vois, genre, ils font ça alors il fait ça d'une manière mais décontractée, pendant qu'il y a l'autre qui est en train de vomir à côté, enfin c'est très drôle. Il y a ce plan notamment sur la chaîne iconique, elles avaient un cœur, une partie du cœur, il y avait marqué Nina et Cassie, donc là elle a le collier de Nina. Et en fait, on voit qu'elle avait envoyé toutes les informations à l'avocat, donc au cas où si je disparais, allez chercher à cet endroit. On voit des chiens qui retrouvent le collier parmi les cendres, et la police arrive au mariage, et Al Munro est emmenée. Et en fait là, le personnage de Bo Burnham, Ryan, reçoit des messages, et elle dit bon mariage à vous, avec un clin d'œil. Donc elle a quand même... Oui, c'est vrai. C'est un peu un martyr, quoi. C'est ça. Un sacrifice complètement pour Nina, quoi. Et les femmes, en général. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il se fait quand même rattraper par la justice. À la fin. Ouais. Mais bon, c'était tellement horrifié par la scène où elle meurt, je trouve. Ça t'a tellement brisé, si tu veux, que ça fait du bien, mais c'est un goût amer quand même à la fin. Enfin, t'es pas satisfait non plus. En fait, elle est tellement badass, tu l'as tellement suivie. T'as un truc de... Elle peut pas... C'est pas possible. Elle a l'ascendant sur eux, en fait, elle, jusqu'au bout, et je trouve que c'est une trop grosse désillusion. Elle était tellement intelligente, elle avait tellement 10 longueurs d'avance sur tout le monde. Complètement. Enfin, est-ce que toi, t'as une scène qui te reste en tête ? Celle-là me reste en tête. Et pour moi, parce que j'avais trop peur de voir une scène de viol au début, en fait, je pense. Même si je savais que tu montrais le film, donc il y avait peu de chance. Et je m'y attendais pas du tout. Enfin, et puis ça m'a fait penser à Fleabag. Le regard caméra, je sais pas, très... elle est, comme tu dis, elle est très désabusée. Donc j'ai eu un petit... Ouais, je trouve qu'il y a un truc avec Fleabag un peu, de ce personnage. Donc la scène d'ouverture, clairement. Bo Burnham, parce que je me souviens du switch un peu en mode comédie romantique, où j'étais en mode on change de film. Peut-être que en fait finalement tout va bien se finir et que pas du tout. Et j'ai trouvé qu'il jouait extrêmement bien le switch, ce moment-là où tu te rends compte que c'est un connard. Et je trouve qu'il joue très très bien, et que tu t'y attends pas. Les acteurs, hein, je trouve que même les hommes... En fait, les hommes jouent très bien, les hommes, quoi. C'est très bien dirigé, je trouve, dans ce film. Donc il y a pas mal de scènes, mais vraiment le début, parce que je m'y attendais pas du tout. Et en plus traumatisant, on va dire, la scène où elle meurt, qui est en effet très longue. Maintenant que tu en reparles, je me souviens très bien de... Et puis c'est en plan fixe. Voilà, t'es obligé de regarder, et
il lâche pas, quoi. Il y a un truc où, bon... Ouais, et puis ça montre ce mec en train de la tuer, mais il pleure en même temps qu'il ouais, le fait. Ouais, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et en effet, le pote complètement en mode opératoire, il n'y a pas de problème. Il est là au mariage, il drague les gars. Enfin, il est content, lui, de sa vie. C'est normal pour lui, tu vois. Donc, ouais, je dirais ça. Mais c'est vraiment un film que je trouve nécessaire. Ouais. Et que je montre à toutes les personnes qui entrent dans ma vie ou qui font partie de ma vie. Quand je l'ai découvert, j'ai fixé dessus. Je compte même pas le nombre de fois où je l'ai vu. Ouais. Je pense que si j'étais prof, tu vois, je le montrerais à des élèves. Enfin, il y a un truc, je trouve, éducationnel. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il casse tous les codes et qu'il est hyper instructif, quoi. Parce que toutes les mises en place des hommes, toutes les... Ouais, c'est ça, c'est vraiment très... C'est des petits gestes dans le film qui sont vraiment très bien faits, je trouve. De la part des hommes et tout. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Bah, c'est fin, c'est subtil. Ouais, c'est assez subtil. Tout en étant un peu gros sabot, avec le côté, la mise en scène de la vengeance, avec les bâtons, c'est vrai. Il y a ce côté un peu, voilà, mais c'est subtil. En tout cas, c'est plus subtil que le prochain film. Ça, c'est sûr, ouais. Si on a fini sur Promising Young Woman, Blink Twice, sorti en 2024 de Zoé Kravitz. Alors, avec Naomi Ackie, Channing Tatum, Alicia Shawkat, Christian Slater, Gina Davis et Kyle MacLachlan. Bon, alors là, pour le coup, c'est un rape and revenge. Ouais, complètement. Pareil, je me suis beaucoup inspirée des Demoiselles de l'horreur sur YouTube. Je conseille encore une fois chaleureusement cette chaîne. Elle est géniale, cette créatrice. Alors, est-ce que tu te rappelles de déjà l'état dans lequel ça t'a mise le film ? Mais peut-être tu peux résumer l'histoire avant. Donc ça va, on l'a vu récemment. Quand même plus frais, ouais, je dirais que c'est... Après, je trouve qu'au niveau de la forme, pour le coup, pour une scène d'ouverture, c'est extrêmement cuté. Il n'y a pas une narration, un déroulement. C'est une femme dans une espèce de... Elle est... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est réceptionneuse. Elle est serveuse. Et elle est hyper... accro aux réseaux sociaux, enfin tu sens qu'il y a tout un truc par rapport aux réseaux, internet, etc. Le découpage est très... T'as l'impression de scroller, enfin ça va très très vite. Et elle est in love d'un espèce de patron, enfin pour moi c'est une espèce de Elon Musk, oui, quoi. Oui, complètement. Un ultra riche. Voilà, ultra riche, qui fait une énorme réception, qui invite plein de monde, et en fait il la repère. Et elle le connaissait déjà, donc elle est hyper... Enfin voilà. C'est une espèce de Cendrillon, quoi. Complètement. Il l'a choisie, t'as la lumière sur elle. Elle casse son talon aiguille. Ouais, complètement. C'est vraiment le petit conte de fées. Lui, il est magnifique, voilà, et il l'invite... Elle est sa meilleure amie. Elle et sa meilleure amie à venir sur une île. Son île. Son île à lui, évidemment. Sachant qu'on voyait sur les réseaux sociaux que lui s'excusait parce qu'il y avait eu des allégations d'agression et que justement il allait se retirer sur son île. Ok. Donc il l'emmène sur son île. En fait, donc il est avec plein de potes, quoi. Ils sont à peu près, je sais pas, 5-6. Donc gars hyper riches, voilà. Avec tous une femme, avec eux. Et l'histoire, au départ, c'est vraiment ces gens-là qui passent ce moment sur l'île complètement bourgeois, déconnectés. Enfin, c'est très particulier. Ouais, il y avait la maison hyper coloniale. Enfin, c'était un peu dans un autre monde. Et petit à petit, t'as plein de signes qui te font bizarre, des déclics un peu étranges, une ambiance hyper lourde. Et t'as une espèce de délition du temps. Tout commence à se flouter, devenir hyper lourd, jusqu'à ce qu'il y ait la révélation de, en fait, elles sont droguées constamment et elles sont violées des nuits par tous ces hommes. Ça parle beaucoup de trauma, donc du coup il y a des espèces de flashs, et il y a plein de... Moi je l'ai vu qu'une fois, donc je pense qu'il faut vraiment le revoir parce que t'as plein de signes qui reviennent tout le temps. Plein de symboles qui tournent, et ces symboles, c'est des symboles du viol, de choses qui bougent dans le temps. Et donc elle se rend compte de ça. Plusieurs femmes quand même pour le coup, et ensemble elles vont se venger. Exactement. Ouais, c'est ça. Très bien. C'est plus vrai. Oui, c'est ça que c'est plus Ouais, merci pour ce résumé. Il devait s'appeler Pussy Island, le film. Ok. Et je pense que si c'était appelé Pussy Island, il aurait eu plus de visibilité. Parce que là, Blink Twice, il a presque pas été marketé, ce film n'a pas été vu. Alors que pour moi, encore une fois, il est nécessaire. Ouais. Zoé Kravitz a commencé à l'écrire après MeToo en 2017. Elle a dit qu'elle avait besoin de purger quelque chose en elle.
Vraiment, elle l'a écrit en mode automatique, elle était toute seule sur un tournage à l'étranger, et tous les soirs elle allait au café, et genre elle écrivait, tu vois, enfin, il y a eu ça vient vraiment d'elle. Et elle dit qu'elle voulait explorer le pouvoir et l'idée de le reprendre, le fait que l'on demande aux femmes d'oublier et de prétendre que tout va bien et de sourire à travers la douleur, et combien c'est absurde. Le film parle de la souffrance partagée en un regard par les femmes, parce qu'elles ne peuvent pas le dire tout haut. Donc oui, c'est vrai que c'est un film qui parle de viol. On va faire un parallèle avec le procès Mazan-Pellico, parce qu'il y a énormément de similitudes entre le film et cette actualité, c'est presque troublant. Oui, c'est vrai que c'est très particulier. Honnêtement. Le film est accompagné d'un trigger warning au début, très rare. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Alors je vois la nécessité, mais ça m'a trop spoilé. Voilà. Ouais. Donc je comprends, je suis pas enfin ça me dérange pas, mais ça m'a spoilé. Et je sais que Cédric par exemple, il y a eu la même sensation de il comprend, il y a pas trop de mais du coup ça te raconte un peu ça te raconte un peu trop le film, je trouve. Mais en même temps ça peut être tellement nécessaire voilà quoi. Bah en fait c'est que ça va venir casser ta surprise en tant que spectateur. Après moi je peux arguer que la plupart des bandes annonces spoilent les films de toute manière. Oui, c'est sûr. Quand on a des triggers, comme moi par exemple, on est obligé d'aller sur des sites comme doesthedogdie.com pour vérifier si les films sont visibles. Et là, j'ai trouvé ça chouette que le film fasse ce travail-là pour moi. Ouais, je comprends. Après, tu vois les bandes annonces, du coup, je les regarde pas. Il y a un truc où moi, je veux pas être spoilée en tant que spectatrice. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas... Enfin, je comprends l'utilité, quoi. Ça me dérange pas non plus. Et puis, c'est... Comment dire ? Finalement, le film est pas tellement fait pour, d'une certaine façon. Parce qu'il y a quand même des grosses ficelles. Je trouve que c'est pas non plus... Ah oui. T'es pas censé avoir le switch de ta vie, tu vois. Mais d'ailleurs, elles font des références à ça, hein, les meufs. Hein. Ouais. Quand elles arrivent, elles disent « Bon, alors le sacrifice, il commence quand ?» Et puis t'as quand même des signes, notamment elles arrivent et ils leur demandent directement de leur donner leur téléphone portable. Ouais, complètement. Et en fait, t'as cette pression de groupe où ils le font tous et il leur dit « Vous n'êtes pas obligés de faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas, entre guillemets. » Donc en fait, elles se retrouvent très vite à ne plus avoir de marqueur de temporalité. Elles savent plus quel jour on est, elles savent pas quelle heure il est. Donc elles se retrouvent sur ce décor absolument paradisiaque, c'est le luxe, c'est l'opulence, elles font la fête avec ces hommes, ils mangent, t'as des montages répétitifs aux couleurs saturées, ils jouissent de la vie. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que tu vois pas d'évolution romantique, toi qui as commencé ce film en mode ça va être Cendrillon, entre le personnage de Naomi Aki, donc Frida, et Slater. Leur relation n'évolue pas. Et alors que bon, ils sont censés normalement se tourner autour ou s'embrasser, enfin il y a quelque chose. Et non, et donc là tu dis, il y a un truc bizarre. Enfin tu vois, ils font que la fête, vraiment, il y a rien qui se passe d'autre que ça. Et donc du coup c'est cette sorte de conte de fées, de fantasme, qui va commencer à glisser progressivement vers l'horreur à travers des indices, comme tu l'as dit. On retrouve beaucoup de symbolisme et de narration par la répétition d'éléments, et en fait on doit reconstruire le puzzle nous-mêmes. Alors parmi ces symboles, on peut dire le briquet de sa meilleure amie Jess. Donc leur relation est très importante au début du récit, tu comprends qu'elles sont meilleures amies, très proches, qu'elles s'aiment. Il y a une super alchimie entre les deux actrices. D'ailleurs, le personnage de Frida reproche à l'autre d'être dans une relation abusive en disant je comprends pas, t'y retournes à chaque fois. Enfin, c'est très drôle quand tu vois le reste du film. Et elle fume, donc c'est celle qui a le briquet. Et en fait, il y a marqué Jess sur son briquet, et c'est comme ça qu'elle va se rendre compte qu'elle a disparu. Parce que en fait, il y a un moment où Jess disparaît, et en fait, comme elle, on les fait oublier à travers le parfum, parce que sur cette île pousse une fleur où en fait, quand tu respires, tu oublies. En gros, c'est ce qui leur permet selon leurs abuseurs, de ne pas avoir de trauma. Et c'est pour ça que ça se passe en boucle, parce qu'elles oublient. Et ça, c'est montré notamment, à un moment, tu les vois courir, et il y en a une qui les arrête et qui les fait pourquoi on court ? Et en fait, genre, c'est super dark, mais c'est parce qu'elle se faisait poursuivre. Genre, c'est horrible. Donc t'as le briquet, Zoé Kravitz, elle disait que pour elle, c'était le symbole de « on va tout cramer ». Et d'ailleurs, la maison brûle à la fin. Il lui demande tout le temps « Are you having a good time ? Est-ce que tu t'amuses ?» On a le serpent,
Je sais pas si tu te rappelles du serpent, le venin du serpent, les domestiques. Oui, bien sûr, les domestiques, domestique particulièrement, qui est la clé un peu de la fin. C'est ça, complètement. Donc le serpent qui représente la connaissance, la transformation, mais aussi le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, cet endroit luxuriant, cette île tropicale évoque le jardin d'Éden. Complètement. On a beaucoup de choses qu'on associe généralement à la féminité, donc des fleurs, des talons hauts, des nœuds. Ce qui est très bizarre et qui les alarme pas, c'est qu'elles arrivent sur l'île et en fait on leur prodigue des vêtements, quoi. Elles ont pas besoin d'avoir... Et en fait c'est toujours des robes blanches, un peu antiques à la grecque. Et ça, avec les bougies, c'est des éléments visuels qui font un peu penser au sacrifice. Ouais, complètement. Tu vois ? Donc t'as le parfum qui les fait oublier, t'as le lézard qui est le premier plan du film. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, c'est un lézard. En fait, c'est parce que ça, c'est un souvenir refoulé. On va le voir beaucoup plus tard. Et on a la terre sous les ongles. Oui. Elle remarque souvent qu'elles ont de la terre sous les ongles. Ça se passe, comme je le disais, dans un décor qui évoque le luxe, etc. T'as une colorimétrie très chaleureuse, donc du rouge, de l'orange, du jaune, et des espaces ouverts, mais ça représente l'isolement, l'enfermement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dehors et dans ce truc, mais c'est presque un univers carcéral. Oui, complètement. Tout comme la symétrie qui évoque l'ordre, l'élégance et la beauté, mais aussi la prison. Tu vois, et le rythme, quoi. Exactement. Toujours répétitif. D'ailleurs, on voit quasiment jamais le ciel dans le film. Ouais, ok. Donc, ce qu'on trouve dans ce film, c'est les personnages féminins. Donc, on a Frida. Donc, c'est quand même une femme noire qui vit dans la pauvreté, elle a un appartement miteux, elle galère à payer le loyer, elle vit en coloc, elle est serveuse, elle est employée de service, versus l'ultra riche blanc. Et du coup, pour moi, il y a forcément, c'est quand même écrit et réalisé par une femme noire, il y a forcément un relent de colonialisme dans ce film. Qui se voit dans la maison, quoi. C'est ça, la maison et les domestiques qui sont tous racisés, qui sont tous silencieux, qui font la besogne de Slater, donc qui tuent les serpents parce que il faut surtout pas qu'elle se fasse mordre. D'ailleurs, c'est pour ça que Jess a été tuée, c'est parce qu'elle a été mordue par le serpent, donc elle allait se rappeler. Donc c'est hyper fin, je trouve, même si on a beaucoup reproché au film d'être grotesque, d'être un peu trop franc du collier, quoi. Et c'est vrai que c'est pas fin. C'est fin, mais pas fin en même temps. C'est pas fin et fin, ça c'est vrai. C'est pas très subtil comment c'est emmené, mais le sujet l'est en fait, je trouve un petit peu dans l'idée. Bah, c'est que les dialogues sont énigmatiques, t'as un côté un peu Get Out, je trouve. Ouais, de puzzle, quoi, vraiment de devoir reconstruire. C'est ça, et en même temps, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais ce que c'est, inconsciemment. C'est ce que tu disais, tu sais ce qui se trame. Tu attends, en fait. T'as eu le trigger warning, donc voilà. Et puis, parce que lui est très bien choisi, je trouve, dans ce film. Channing Tatum. Ah ouais, je trouve que c'est un très bon choix de... c'est Channing Tatum, voilà, qui va devenir un bon... gros pervers terrible et il devient terrifiant et même au début t'as quelques gestes, quelques moments où tu le vois, espèce de violence en fait t'es mal à l'aise tout le temps et je pense que même sans trigger warning, je pense que le film est comme ça pour te montrer cette espèce d'ambiguïté là avec cet endroit paradisiaque, elle s'amuse machin, et dès que les symboles sont là, voilà, il y a un truc un peu... Et puis c'est intrusif, ça, tu comprends pas, et c'est très cuté à ce moment-là. Donc encore une fois, des hommes assez minables, parce qu'il y a lui qui est le grand pervers et tout, mais il y en a qui sont pathétiques, en plus, c'est ça qui est terrible. Donc plein d'hommes assez pathétiques dans le lot, vraiment. Et la sororité, quoi, et les femmes entre elles. La première qui se rend compte, du coup, malgré elle, c'est quand même la meilleure amie. Mais même dès le début. Elle pose des questions, c'est la seule qui se dit, mais... Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui va pas, pourquoi est-ce qu'on nous donne tout... Enfin, je sais pas comment dire, et du coup, elle lançait trop vite, quoi. Après, il y a un truc qui, moi, j'ai pas trop aimé dans le film, c'est... je saurais pas dire tellement pourquoi, mais je trouve que c'est trop. C'est l'idée que c'est carrément répété, c'est un espèce de cycle, en fait. C'est-à-dire qu'elle l'a déjà vécu il y a des années, et qu'elle le revit, et je sais pas pourquoi, je trouvais que c'était trop, à la fin. Je trouvais que ça servait pas... c'était too much. En fait, ça suffit, l'horreur...
Il y a un truc où c'est bon, il y a quand même une scène qui est dure, enfin, où elles se reprennent les reviviscences traumatiques vraiment de plein fouet, mais cette fois t'as les images et tu vois le viol. C'est bon, enfin je pense que voilà. C'est une personnage qui est intéressante et c'est vraiment son épopée pour je sais pas, je sais pas ce que t'en as pensé de ce truc-là, d'espèce de... à la fin tu comprends qu'elle l'a déjà vécu il y a des années et qu'elle va le revivre. Enfin voilà, espèce de cycle. Pour moi, c'est l'illustration suprême du trauma. Ouais. Parce que le trauma, ça entraîne ce qu'on appelle la compulsion de répétition en psychologie. Et c'est le fait de... Comme il s'est passé un événement désorganisant et effractant auquel tu peux pas donner sens, tu vas te remettre inconsciemment dans les mêmes dispositions, tu vas revivre la même chose. Et c'est ça qui est intéressant quand tu as cette lecture de « elle a déjà revécu ça avant », en fait... la graine est plantée. Et ouais, je trouve les réseaux, que peut-être, voilà, ce truc où elle est un peu obsessionnelle. Avant même qu'ils se rencontrent à cet événement, lui il sait qu'elle sera là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui-même tu parlais de cycle traumatique. Lui-même Slater a vécu des traumas. C'est ce qu'il caractérise, mais lui ne s'en souvient pas, contrairement à sa sœur. Et sa sœur lui dit. Mais comment tu peux jouer du golf avec ce type après ce qu'il nous a fait ? Lui ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc pour Slater, le fait qu'elles oublient, c'est comme si le trauma était dénié. C'est les sauver quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son monologue de méchant, où il dit il n'y a pas de pardon, seulement de l'oubli. Et en fait, il y a cette scène où il va crier I'm sorry, ouais, I'm sorry. Oui, c'est vrai. Pendant 30 fois, je crois qu'il le répète. Est très dur aussi, très longue. En plus, tu as quand même de la haine vis-à-vis de ce personnage, faut pas déconner. Donc, ouais, c'est dur à regarder, je trouve. Ce moment est dur à regarder. Complètement. Et j'aime beaucoup le traitement de l'homme qui est victime aussi. J'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage, parce que tu le vois se faire violer. Il y a un homme qui est plus jeune. Je sais pas s'il se fait violer, mais il se fait frapper. Ah ouais, dans la scène pour moi je le vois se faire violer. En fait il est pas... Ah non. Tu sais, c'est un mouvement de caméra et elle passe. Et on le voit dans un coin avec un vieux. Ah ouais. Et il est au-dessus de lui, enfin moi je l'ai vraiment perçu comme ça. Ah wow. Et il est violé, et c'est pour ça qu'il est entre les deux tout le temps. Il a des flashs traumatiques de temps en temps, un peu comme les femmes. Et en même temps il fait rien, parce qu'il sait tout. Et je trouve que ce personnage est très intéressant parce qu'il est vraiment les deux, et à la fois détestable dans sa passivité, et en même temps il se fait violer aussi. Enfin il y a un truc où, très intéressant, personnage masculin. Donc tu me diras, si jamais tu le revois un jour, si t'as remarqué, si j'ai complètement inventé un souvenir, ou si c'était vraiment dans le film. Ouais, parce que quand tu l'as vu, tu m'as dit que t'avais fait un cauchemar après. Ouais, ça reste un sujet qui est lourd pour moi, c'est pas des trucs que je regarderais comme ça. Et c'est vraiment très court, et c'est pas du tout le film, et c'est pas trop ostentatoire, mais t'as quand même une scène, moi, qui est une scène où tu vois la souffrance qu'elles vivent, réelle, et c'est intrusif pour moi. Enfin, il y a un truc où c'est... C'est une scène qui est très bien faite. Là, c'est l'enfer, d'ailleurs, pour faire le parallèle avec l'Éden. C'est vraiment, tout est noir. C'est ça. Bon. Ouais. Alors là sur la mise en scène, moi ça m'a... Alors en tant que victime de trauma, j'ai retrouvé quelque chose dans la représentation de la reviviscence de très juste. Elle est à table, donc là elle a capté que Jess s'est fait enlever, et elle a capté qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais elle sait pas exactement. Et elle a essayé de prévenir l'autre meuf, Sarah. Et en fait Slater est en train de couper de la viande, et en fait il y a sa chaîne qui frappe avec son médaillon en fait comme il fait un mouvement de va-et-vient, qui frappe sur son torse, et en fait c'est ce sting, et ça pour moi ça montre en fait le sensoriel, complètement, en fait la mémoire du corps, tout simplement, tu reconnais un bruit, et c'est là qu'elle se reprend le souvenir. Et qu'il y a justement, c'est un travelling, en effet c'est un mouvement de caméra où en fait elle voit Sarah se faire violer, et en fait c'est une scène atroce, elles hurlent, elles courent, elles se font poursuivre, enfin c'est d'une violence extrême. Moi la première fois que je l'ai vu ça m'a pas fait du bien, ça fait jamais du bien de voir des violences sexuelles au cinéma, et c'est pour ça que j'aime pas le Rape and Revenge d'habitude, mais là sous ce prisme là je suis d'accord.
avec ce que le film fait, et je le soutiens, notamment vis-à-vis de la fin. Mais bon, on va revenir un peu sur plusieurs éléments. Moi, j'aimerais bien parler de la rivalité féminine entre Frida et Sarah, donc le personnage féminin, et une autre meuf qui est là. Donc en fait, on a appris que elle avait fait Bikini Hot Babes, Survival Hot Babes, ou je sais pas quoi, qui est une émission de télé-réalité où c'est des meufs bonnes, c'est une espèce de Koh-Lanta. Donc du coup, elle a des talents de survie en nature, ce qui va être très important par la suite. Et en fait, elle commence à lui dire, il y a quelque chose qui va pas, tu te souviens pas, il y avait Jess et tout. Et là, elle fait un monologue de féministe énervée, beaucoup plus juste que celui de Barbie, pour le coup, c'est un peu plus pointu, où elle dit mais putain, ils croient qu'ils vont nous avoir et tout, et en fait elle décide du coup de donner le venin aux autres meufs pour les réveiller, et il y a un moment où ça switch, et elles se souviennent toutes, et là c'est la rage féminine, jouissance, vengeance, c'est qu'elle les défonce. Ouais, elle les défonce. Pour le coup, voilà. Ça, il nous le laisse dans le film. Ah ouais. Et donc, évidemment, elle les attaque physiquement et elles leur font mal. C'est très... là, on nous épargne rien. Hein. Et les scènes d'action sont très bien orchestrées. Elles en tuent pas mal. Ouais, elles en tuent pas mal, ouais. Elles réussissent à foutre le feu. Et en fait, à la fin, elle coince Slater. Alors, Slater a une cigarette électronique sur laquelle on le voit tirer pendant tout le film. En fait, on comprend qu'elle a mis du venin dans sa cigarette électronique. Et il se souvient... En fait, il commence à avoir l'ascendant sur elle quand ils se battent, etc. Tout est presque perdu. Et il tire sur sa cigarette électronique. Et là, il est en mode « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, il n'a pas une mémoire de plus d'1 seconde. Il est en loop. Elles arrivent à sortir de cette maison et on se rend compte qu'elle a sauvé Slater de la maison en feu. Et la fin, la toute dernière scène, elle est à ce dîner organisé milliardaire. Elle est Madame Slater. Slater est devenue un petit toutou complètement docile. Enfin, d'ailleurs, on voit le personnage du psychiatre joué par Kyle MacLachlan qu'il avait rencontré au début du film, et on le revoit là, et en fait elle lui dit ouais, allez passer votre chemin, et en fait c'est elle qui est à la tête de sa firme. Ouais, elle casse le cycle du trauma, quoi. Tu sens que là elle reprend le pouvoir. Et d'ailleurs elle dit success is the best revenge à un moment dans le film. Complètement. Ce qui est à la fois très jouissif et aussi terrible, hein. Alors, je trouve, encore une fois, c'est vraiment elle doit prendre le pouvoir, mais de cette façon-là, alors que vraiment je trouve que son business et la firme est montré d'une manière horrible, enfin je sais pas comment dire. Justement les demoiselles de l'horreur, elles disaient que à ce moment-là elle est dans cette salle et elle a une serveuse qui est elle aussi racisée, donc qui est d'origine asiatique, et qu'elle est à la tête de cette firme, mais qu'en fait elle continue de perpétrer le même cycle d'oppression de classe sociale. Complètement. Je suis assez d'accord avec ça, mais je trouve que ces films-là montrent très bien ça, de l'espèce de rage individuelle qui marche, mais le système il est tellement gros et ancré que ça se répète, et que même les héroïnes deviennent... elles sont coincées, quoi. Je trouve que ça c'est toujours plutôt bien montré dans ces films-là. Et encore une fois, très bons acteurs, quoi. Vraiment, par contre, les jeux... Et la sororité, elle est cool. Ouais. T'as quelques moments quand même un peu euphoriques, quoi, du film, qui font du bien. Même si t'as des moments un peu où tu te mets pas à la place du méchant, c'est trop grossier, mais t'as pas envie qu'elle se souvienne. Quand elle va boire le truc, tu sais qu'elle va archi souffrir. T'as vu la première comment elle a réagi. Et du coup t'as aussi un truc de... J'aimerais la préserver. Ouais, t'as envie, et en même temps c'est la bonne solution, etc. En même temps il faut qu'elle s'échappe, quoi. Complètement, et puis c'est horrible, sinon elle reste prisonnière jusqu'à la fin de leur jour. Mais t'as ce mouvement, je trouve, ça va être très douloureux, quoi. T'as envie de les contenir, tu vois. Oui, toi aussi tu ressens de la sororité envers elle. Complètement, ouais. Les regards, en effet, dans ces films-là, ils sont très intéressants entre les femmes. Et justement, entre les femmes, t'as le personnage joué par Geena Davis, qui est cette femme plus âgée au service de Christian Slater. Ouais, c'est vrai. Qui est toujours là. Elle a l'air un peu perdue. Il y a des gens qui disent qu'elle aussi, elle prend le venin parce qu'elle préfère oublier. Et en fait, elle gère tout, quoi. Oui, moi j'ai compris comme ça, qu'elle oubliait constamment. C'est ça. Et depuis beaucoup plus longtemps, en fait. Exactement. Ouais. Et en fait, Frida, le personnage féminin principal, la confronte en lui disant il faut qu'on s'échappe, machin. Et en fait, elle l'agresse, Geena Davis. Donc Frida est obligée de la tuer.
Et elle la poignarde, je crois, et Gina Davis lui dit help me, et elle dit bitch, I tried. Donc aide-moi, meuf, j'ai essayé. Et en fait, elle la tue. Et pour moi, ça représente vraiment, tu sais, toutes ces femmes qui vont être anti-féministes et se ranger du côté des abuseurs. Ouais. Et il y avait eu ça pour la liberté d'importuner, je crois, où c'était Catherine Deneuve et d'autres actrices françaises qui avaient signé des trucs. Enfin bon. C'est ces femmes-là, quoi. C'est cette génération où elles sont encore assujetties. Elle est tellement dominée que... Et puis, il faut pas bouger le système, quoi. C'est tellement dangereux qu'elle essaie de la... Parce qu'elle l'agresse, quoi. Enfin... Et t'as trop de peine... Mais pour moi, je l'ai vraiment compris comme me fais pas souvenir. Enfin... J'ai oublié. Me fais pas ça, c'est mort. L'oubli est confortable. Ouais. Ok, bon bah écoute, ah oui, je voulais faire un parallèle entre le procès Mazan-Pellico. Donc déjà on retrouve la soumission chimique, tout à fait. Répandue et banalisée dans notre société. En fait dans le film c'est le parfum, mais dans la réalité c'est le GHB ou le Lexomil. On retrouve l'idée que le souvenir n'existe pas, donc le traumatisme n'existe pas. C'était la ligne de défense de certains hommes pendant le procès. Elle se souvenait pas, donc c'était comme si c'était rien passé. C'est un peu comme ça que eux, ils l'ont vécu. Ça renforçait aussi le fait que Dominique Pellico disait qu'il y avait 3 hommes sur 10 qui disaient oui. Mais ça veut dire qu'il y avait 7 hommes sur 10 qui allaient sur le forum. Ouais. Et qui ont rien dit. Ouais, qui sont comme le mec entre les deux là. Voilà. Pour moi, c'est ces hommes-là. Ils ont pas. Ils font rien, ils voient, ils sont passifs, ils subissent aussi, et ils font rien. T'as vraiment un truc comme ça, ouais, complètement. Le fait que, en fait, ça peut être n'importe qui, donc passer de Monsieur Tout le Monde, t'as aussi ce truc-là, où c'est ça qui a été un peu le choc, entre guillemets, sociétal, c'était tous des pères, ils étaient tous pratiquement enterrés dans la société. Voilà, ce procès qui est devenu international, qui a pris fin là récemment. Ouais. Enfin, comment t'as vécu ce moment-là, le procès la conclusion du procès ? Non, tout, le procès. Ça a été très long, ça a été très dur au début. Je me souviens que les premières semaines, j'avais un truc un peu obsessionnel, donc je regardais tous les jours, je lisais tout, etc. Et en fait, petit à petit, certains traitements de médias... En fait, quand ça devient trop... presse à scandale, un peu people, et je trouve que ça a tourné un peu comme ça un moment au début. J'ai arrêté, parce que c'était trop douloureux. Voilà. Même de montrer tout ce que disait la défense, enfin, je trouve que c'était pas utile, bref. Ouais, les avocats, tout ça. Donc je me suis dit, bon, prends un peu de temps. J'ai regardé un peu quand même... mais de manière plus éparse. Par contre, j'attendais vraiment le verdict. Et personnellement, pour connaître un peu ces milieux-là de la justice, etc., je suis très contente. Moi, je trouve que c'est... Alors, le problème, c'est que c'est parce que c'est à ce point-là médiatisé qu'il y a quand même un espèce de... tout le monde nous regarde, donc il faut qu'on fasse. Donc ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'un procès qui ne serait pas du tout médiatisé comme ça, il y aurait eu beaucoup moins de chances qu'ils soient tous condamnés, par exemple. Enfin, mais voilà, moi, ils ont tous été condamnés. C'est-à-dire qu'ils sont tous reconnus coupables, donc responsables, donc des violeurs. Donc toutes les défenses viennent de tomber. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ça me fait beaucoup de bien de le lire. Parce que de lire toutes leurs défenses... Moi, je connais, en fait. Je travaille là-dedans. Donc je sais ce qu'ils vont dire. J'ai pas besoin d'écouter les avocats de la défense, ça m'intéresse pas à ce moment-là. Ce qui m'intéresse, c'est cette femme et ce qu'elle l'a ouvert elle l'a médiatisé et je pense qu'elle a eu raison. Même si ça devait être extrêmement douloureux et traumatogène de revivre tout ça pendant 4 mois. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'appel. En revanche, lui, c'est vraiment c'est presque une caricature de la perversion qui va te dire à la fin je demande pardon, ma femme a été très courageuse. Ça, moi, ça me donne envie de vomir. Et je pense qu'il faut pas trop relayer parce que c'est que de la manipulation. Il n'y a rien de pensée et de manière bienveillante de cet homme. Donc je pense que lui, il faut l'invisibiliser le plus possible. Et juste saluer le courage de cette femme. Quoi. Voilà. Contrairement à ce que les médias ont tendance à faire, et on retrouve beaucoup des figures de violeurs ou de
meurtriers qui sont romantisés. On fait beaucoup complètement. de séries où ils sont incarnés par des acteurs. Je pense à Zac Efron qui a fait Ted Bundy. Ouais, complètement. Ou la série sur Jeffrey Dahmer. Enfin voilà, moi j'ai peur qu'on fasse ça. Oui, et qu'il y ait trop une espèce de curiosité un peu morbide de comment il a réussi, et du coup on va chercher ça, et ça pour moi c'est pas possible, et c'est trop indécent, et c'est tout ce qu'il attend, donc je veux pas donner des choses comme ça. Et puis il y en aura en plus des gens qui vont... Enfin, on avait vu Les Chambres Rouges. Ouais, qui parle de ça. Ça s'appelle comment ? L'ubristophilie, donc voilà. C'est vraiment la fascination, mais romantique et sexuelle pour les grands criminels. Et c'est malheureusement extrêmement courant. C'est-à-dire que les Ted Bundy ou tout, n'importe quel vous recevez des tonnes et des tonnes de lettres d'admiration, d'amour. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très de la part de femmes. De la part de femmes, voilà. Qui les admirent, qui les aiment. Vraiment. Et parce que il y a tout ce... Ouais, aussi à cause de la romantisation qui est faite autour de ces hommes et de... Bref, il y a tout un chapitre de Réinventer l'amour de Mona Chollet qui parle de ce phénomène, il est très intéressant. Ok, donc à la fois moi c'est très rare qu'il y ait 51 hommes qui soient reconnus coupables. C'est-à-dire que la justice dit, la défense ça marche pas, c'est tous des violeurs, et ils en avaient tous conscience. C'est ça que la justice a dit. C'est pas mal, voilà. Ça, j'aurais dit ça. Non mais carrément. Bon, sujet lourd. Ouais, c'est vrai. Mais important. Mais on peut pas passer à côté forcément. Mais c'est vrai que quand on l'a vu, c'était très troublant. Surtout sur la soumission chimique. C'est vraiment un film là-dessus et sur le traumatisme. Parce qu'il est vraiment sorti au moment... Enfin, le film est sorti au moment où le procès était complètement d'actualité. C'est ça. Où ça commençait. Ouais, complètement. Est-ce que toi, t'as été soulagée un peu ? Pas du tout Alors, ça a été compliqué, parce que le jour où les résultats ont été annoncés, il y a eu une vague de triomphe et de joie sur les réseaux, de la honte a changé de camp, c'est génial. Enfin, il y avait une célébration. Je n'arrivais à ressentir aucune émotion positive parce que j'étais dans ma rage, mais j'en pleurais de rage mais en fait c'est normal. Ouais. Et c'est le minimum. Bien sûr. Et j'étais dans un désespoir profond que le minimum, c'est-à-dire que les hommes soient condamnés, et comme tu dis, c'est rare, et qu'on soit content. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, bien sûr. Et puis, j'ai aucun soulagement, enfin je vais avoir des questionnements vraiment plus méta de en fait d'autres, je vais pas m'intéresser à lui, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui fait que les médecins ont à ce point-là laissé passer alors qu'elle avait des signes depuis très très longtemps. Comment est-ce que des avocats peuvent se mettre sur les réseaux, enfin moi c'est plutôt est-ce que ça, ils vont être tellement pointés que ça va bouger des institutions. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est dire est-ce que ça va faire trembler un truc ou pas. Et c'était de la médiatisation, et en fait voilà, il y a aussi ce risque en fait. Un effet de mode entre guillemets, je l'espère pas hein. Franchement. Ok, bon bah écoute, on peut s'arrêter là pour Blink Twice. Donc du coup on va passer à notre dernier film. J'ai réussi à te convaincre, je ne sais pas par quel miracle, de regarder Midsommar de Ari Aster, sorti en 2019. Un film de folk horror. Je pense que c'est le film le plus horrifique que t'as vu. Oh non, je pense pas. Non, mais de ces dernières années, depuis que t'as décidé que tu verrais plus de films d'horreur. Parce que, explique peut-être ton rapport à l'horreur. Oui, c'est vrai que voilà, c'est un genre que c'est pas que j'aime pas, que j'apprécie pas, mais que je peux pas trop regarder. J'en ai regardé énormément quand j'étais ado. Et maintenant je me rends compte que j'en ai vu quand même beaucoup. Et en fait je n'aimais pas ça déjà quand j'étais ado. C'est-à-dire que c'est une peur qui me plaît pas du tout. Tu compares beaucoup ça à les sentiments d'adrénaline quand tu vas aux montagnes russes. Bah voilà, c'est une peur qui me plaît. De avoir peur pour les gens ou d'être dans des situations de peur pour les autres, c'est extrêmement... C'est insupportable pour moi, c'est vraiment compliqué. Et je me rends aussi compte de quelque chose, c'est qu'en fait, je vais combler tous les trous. C'est-à-dire que maintenant je sais, quand on me dit par exemple, il n'y a rien de montré, bah en fait on s'en fout parce que je reconstruis les images, et en fait du coup je me fais des trucs encore pires que la réalité finalement du film, hein, et du coup c'est très très dur.
Et je n'ai pas du tout ce recul. Quand je regarde un film, je l'ai après ou avant, mais pas pendant de... c'est un film. Je m'en fous en fait. Moi, c'est dur du cinéma pour moi. trucs. C'est de coller et d'avoir... Parce que quand c'est positif, c'est des émotions quand même ouf. Quand tu te dis pas, c'est un film qui est construit comme... C'est juste... Voilà, tu vis le truc, quoi. Ou quand t'es triste, ou tu vois. Mais la peur, c'est une émotion que je déteste parce que je la vis déjà bien trop. Ouais. Et du coup, là, je colle, et donc je suis dedans. Donc tu peux me montrer n'importe quel style d'horreur, même si rien n'est montré, le truc, c'est que je vais vivre comme le personnage principal, que c'est horrible, et que voilà. Donc j'évite beaucoup, et là, on a enchaîné, alors... voilà, des films qui feraient pas particulièrement peur à tout le monde, mais en tout cas, on en a vu 3-4, là, on va faire une petite pause. Pour moi, on a terminé le cycle. Et on y reviendra peut-être plus tard, mais d'un truc de... je reconnais que c'est des bons films, mais j'ai tellement un vécu difficile que je peux pas dire que j'ai apprécié, tu vois ce que je veux dire ? En fait, je vais me permettre de décrire ce qui s'est passé quand on a regardé Les Chambres Rouges, c'est un film québécois. C'est-à-dire que donc, c'est un film qui parle justement de pédopornographie et de chambres rouges sur le dark web et d'une meuf qui est fascinée par un mec qui fait ça. Et en fait, justement, quand tu disais tout à l'heure, on voit rien, et je t'avais proposer le film comme ça en disant mais non mais tu vas voir il y a rien à l'écran et en fait il y a une scène où on entend le son des vidéos qui est horrible, tu vois quand tu le dis j'ai des frissons vraiment c'est et en fait je vais passer pour une personne horrible mais ce qui s'est passé c'est qu'à un moment tu t'es allongée par terre parce que c'était trop dur. Je le vis dans le corps en fait. Mais oui. Mon corps est et je te disais tu veux qu'on arrête et tu disais non. Non parce que par contre c'est pour ça que j'évite de commencer parce que si je commence le film je veux le finir et du coup j'ai pu avoir des gros traumas de films où je savais que j'allais très mal le vivre et du coup c'était terrible et dans les 3 c'est le pire. Je pense en fait ça parle de trucs qui pour moi sont dès que c'est des films qui parce que là, ils le montrent vraiment jamais, tout ça. Mais dès que ça parle un peu de séquestration, d'enlèvement, de torture, je comprends. C'est ma limite. C'était vraiment un truc où c'est trop, et en fait, elle regarde sa putain de vidéo horrible avec ses sons horribles, et en fait, je vois les images, donc c'est juste horrible, en fait. C'est fou, hein. Comme quoi, t'as un esprit très visuel. Ouais, c'est vrai. Et auditif, vraiment les sons. Ça marche bien. Donc du coup, oui, c'est vrai que, par contre, pour Midsommar, tu n'as pas fini par terre. J'ai pas fini par terre et pas de chance pour ce film parce que je pense que ça m'a... En fait, j'ai tellement peur d'avoir peur que je me mets dans une condition... Et en fait, on m'a beaucoup parlé de ce film. Ce film a fait beaucoup peur aux gens. Alors que, bon, bref, pour plein de choses, je le trouve intéressant et pas si flippant que ça, même si, voilà, je mets des gros guillemets. Alors que vraiment, la critique et tout, ils le mettent comme un... gros film d'horreur, je trouve. Oui, c'est vrai, alors que pour moi, c'est pas un film d'horreur. Et du coup, j'avais peur de la suite, en fait. À chaque fois qu'il y avait une scène, je me disais, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ça va être terrible. Et donc, je me suis mis dans une... Et du coup, c'était pire que ce qui se passait à l'écran, finalement. Donc voilà, faut voir la condition dans laquelle je suis pour voir le film. C'est du sport. Alors du coup, c'est avec Florence Pugh et Jack Reynor. Enfin, je donne pas non plus tout le cast. Est-ce que tu peux résumer l'histoire ? Ouais. Donc c'est une jeune fille, tu comprends au début, donc elle est en couple avec un homme qui va dans la lignée des hommes de ce podcast, c'est-à-dire des hommes assez merdiques globalement. Donc c'est un couple assez merdique où il la comprend pas du tout et en fait on comprend que sa sœur est atteinte de bipolarité et qu'elle fait des crises régulièrement, notamment des crises un peu suicidaires où elle peut dire qu'elle va se tuer ou qu'elle va tuer des parents, etc. En tout cas, là, elle a reçu un email disant je vais me tuer, j'emmène papa et maman. Mais tu comprends que c'est un truc qui arrive. Non, parce qu'elle dit cet email était différent. Mais... Je pense pour les parents. Oui. Mais pas pour elle. Non, elle a des crises suicidaires. Moi, j'ai compris ça, tu vois. Elle a des crises, mais avec elle-même, en tout cas. Et du coup, elle a peur constamment que sa sœur meure. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et lui... je pense qu'il y a un truc de à la fois il est pas très connecté émotionnellement, il est pas très empathique et comme ça arrive souvent, il y a un truc très banalisé de bon elle fait sa petite crise, calme-toi, tu vois, enfin voilà. Sauf que cette fois-ci évidemment ça arrive dans la réalité, donc elle se tue et elle tue les parents du personnage principal. Donc déjà, c'est une scène, c'est la scène d'après qui est très dure, c'est-à-dire quand elle s'en rend compte et la réaction, dans ses bras. Donc énorme traumatisme pour elle et en fait le copain
le copain et ses potes vont partir. Parce qu'ils sont anthropologues. Vont partir avec un de leurs amis. En Suède, pour aller voir un festival le festival d'été, du solstice d'été. Du solstice d'été, d'un des amis qui est dans cette communauté, voilà. Et en fait, elle va aller avec eux, mais elle s'incruste. C'est-à-dire que lui voulait pas du tout, les potes non plus, et qu'elle va y aller, quoi. En revanche, le Suédois a très envie qu'elle vienne. Il dit quand il la rencontre. Ouais, c'est le seul qui est sympathique avec elle au début, ça te soulage un peu qu'il soit là. C'est le seul qui a des gestes de tendresse et de gentillesse envers elle. Donc ça te soulage un peu qu'il soit là parce que c'est horrible, enfin elle vit des trucs horribles. Donc ils arrivent à ce festival, c'est en pleine nature, c'est magnifique. Quand ils arrivent, ils prennent une espèce de drogue, des champis. Elle fait des bads quand même très importants parce qu'elle est en trauma intense. Normal. Et t'es dans une espèce de communauté. Je trouve que dès le début, évidemment, t'as un truc très particulier. C'est un peu des mormons, quoi. C'est des mormons tout en blanc, perchés. Parce qu'ils sont. La musique, elle est. Oui, ça c'est incroyable dans le film. La musique, en fait, elle est. Comment tu dis ? Toi, t'as le mot. De quoi ? Elle est intégrée au film, c'est-à-dire qu'elle intradiégétique. Intradiégétique, donc t'arrives et t'as une espèce de flûte, et tu vois les mecs jouer de la flûte, ça me fait rire pour le coup, j'ai trouvé ça assez drôle. Et donc ils participent au rite de la communauté, et petit à petit, un peu comme dans les films, c'est vraiment une ambiance qui se délite, quoi, petit à petit, très lourde, où en gros la communauté fait des actes très particuliers en suivant un rite très particulier pour ce solstice d'été qui vont subir en fait les personnages. Et symboliquement, je dirais que c'est un peu le... Non, elle soigne un peu son trauma à travers ce rite. Cette communauté, même si dans les critiques que j'ai lues, et je suis pas du tout d'accord, les critiques disent que c'est une communauté hyper matriarcale, très féministe, et pas du tout. Voilà, je trouve pas du tout. J'ai lu beaucoup ça dans les critiques, et j'étais en mode ah ouais, enfin vraiment j'ai pas ressenti ça en tout cas dans le film a été très mal compris quand il est sorti au cinéma. Il y avait vraiment un côté de c'est trop bien pour elle, c'est génial. Il y a eu une espèce de glorification de cette vengeance justement. Parce qu'en gros, ils font des sacrifices humains, donc ils vont tuer tous les amis de Christian, son copain, et elle s'appelle Dani, jouée par Florence Pugh. C'est pas les seuls, il y a d'autres voyageurs qui viennent un peu et ils arrivent chez les Harga et ils vont tous être sacrifiés parce que en fait, tous les ans, ils sacrifient des gens, quoi. Ça fait partie de leur truc. Et il y avait un truc de c'est trop bien, girl power, alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout. Elle sort d'une relation merdique pour se retrouver dans une communauté sectaire. Complètement. Et en plus déjà donc très raciste, parce que si c'est très féministe à ce point-là, la communauté en tout cas l'est. Il y a une femme qui meurt parce qu'elle est pas blanche, quoi. Enfin, moi je pense que c'est ça. Il y a une des femmes qui est emmenée, qui est sacrifiée aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que. Enfin, voilà. Il y a même le noir aussi qui est sacrifié. Ouais, complètement. Donc, qui joue Chidi dans The Good Place, la série. Ok, que j'ai pas vu. Où il joue un philosophe et qui fait en fait sa thèse. C'est le personnage le plus ancré dans la réalité. Lui, il fait sa thèse sur les Hargas, il fait des recherches sur les Hargas, et notamment Christian va essayer de lui voler son idée de thèse. Donc il va y avoir une rivalité entre ces deux personnages. Entre le copain de Dani et Et oui, tu comprends qu'il est assassiné parce qu'il est pas blanc. C'est ça. Clairement. Et donc, à l'inverse de Blind Toys, on va dire que là, c'est très symbolique et très subtil. Du coup, pour le coup, c'est-à-dire que t'as beaucoup de tapisseries ou de dessins qui en fait t'expliquent l'histoire. C'est juste que quand t'es dans le film, tu peux pas capter. Enfin, la c'est normal. Tu captes pas. Moi, j'avais rien capté. Forcément, mais c'est logique. Enfin, comment c'est inclus dans le film. C'est très lumineux, ça c'est un truc qui revient énormément, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la lumière. Comme ça se passe au solstice d'été, en Suède en tout cas dans ce coin-là, tu comprends qu'il n'y a jamais de nuit, ou alors que la nuit est très rare. Ce que je t'avais dit, c'est que par contre les moments qui m'ont angoissé restent des moments d'obscurité. Voilà. C'est extrêmement drôle parce qu'il y a une scène, donc ils prennent des champis, c'est le moment où ils arrivent à la communauté, ils prennent des champis, elle fait sa crise d'angoisse, donc elle va dans une espèce de toilette, et elle est dans le noir. Et en fait, c'est une scène où il y a un jumpscare, où elle voit sa sœur dans le miroir fantomatique, et toi, tu as fait ce qu'on appelle
en test projectif, une scotomisation de l'objet, c'est-à-dire que tu n'as pas vu le fantôme. Non, là j'étais stressée. J'ai mis sur pause, après je t'ai dit tu l'as vu et tu m'as dit non, et tu m'as dit je veux pas le voir. Carrément, j'avais trop peur. Et ton psychisme t'a protégée. Ouais. Pareil, des crises d'angoisse, de trauma. Je sais pas comment dire. C'est hyper bien. Le jeu de très bien l'actrice. fait. C'est très bien fait et c'est horrible. Pareil, t'as vraiment envie de la contenir. Et là, oui, mais du coup, je trouve que les critiques ont extrapolé. T'as une scène incroyable. Ça, j'avais jamais vu ça et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films qui ont fait ça de sororité, je sais même pas comment on pourrait le nommer, mais ça, de femmes en fait. Il n'y a pas vraiment. Mais ça veut pas dire que la secte est féministe. Enfin, c'est non, pas du tout. Mais ce moment-là où en gros parce qu'elle a des espèces d'énormes crises d'angoisse où elle respire très fort, elle essaye de s'empêcher de pleurer à mort, mais tu sens que c'est douloureux, enfin tout est horrible, bref. Et en gros là, donc t'as les femmes de la secte qui ont les mêmes gestes qu'elle, c'est-à-dire qu'elles vont respirer pareil, elles vont crier pareil, donc déjà elle lui demande d'arrêter de se contenir, donc il faut lâcher le truc. Donc au départ c'est que de la douleur, et donc t'as un espèce de rythme où elle hurle en même temps en fait, donc elles prennent la douleur avec, donc tout le monde partage la douleur, et moi ce que je vois après c'est la rage, c'est-à-dire que ça se transforme en colère, et qu'en fait après elle pousse des cris de colère, et après elle va d'ailleurs le bouquet final où elle va se venger en fait complètement à la fin. Parce que la communauté Arga lui laisse le choix. En fait, elle a cette crise après avoir vu que Christian, donc son copain, en fait, se faisait violer collectivement. Alors que et elle voit ça et elle a sa crise, mais elle, on sait pas si elle sait que c'est un viol. Non, pour moi, elle le vit comme une tromperie, mais ils sont tellement... Ils sont drogués, enfin, tu sais, ils sont quand même dans un état... Ils sont complètement drogués, ils ont tout le temps... Ouais, c'est ça. Donc elle sait pas que lui, il avait pas vraiment voulu faire ça, même s'il est lâche quand même, donc on sait pas vraiment ce qu'il aurait décidé. Et c'est là qu'elle exorcise ça, et ensuite, la communauté lui laisse le choix, dans la dernière scène, soit il sacrifie Christian, soit donc son copain, soit il sacrifie un membre de la communauté Arga, et elle choisit que Christian soit sacrifié dans le feu. Complètement. Parce qu'elle est déifiée en fait, c'est-à-dire c'est la reine de May. Ouais, et c'est pour ça que le Suédois ami du début l'a choisie en fait, et veut qu'elle vienne à ce point-là. Bah tu comprends qu'ils ont besoin de diversité génétique, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, c'est... Parce qu'il leur pose la question d'ailleurs, de comment est-ce que... Il y a un des anthropologues qui leur demande de manière textuelle comment vous faites, etc., qui est hyper... D'ailleurs, c'est vraiment montré comme les... mais comme les colons blancs hyper intrusifs, qui essayent un peu de s'inclure. Tu sais, c'est très grossier comment ils posent les questions, ils trahissent leur confiance. Enfin, ils sont vraiment montrés de manière... assez pathétique, encore une fois, je trouve, ces hommes-là. Ah oui, non, mais il n'y en a pas un pour rattraper. Ouais, complètement, ils sont assez terribles, tous. C'est vrai que, maintenant que tu me le dis, dans tous les films de cet épisode, les hommes sont nazes. Les hommes sont assez nazes, quoi. Et ils existent, ces hommes-là, enfin, genre, c'est pas complètement... c'est juste qu'ils existent, mais qui sont jamais représentés au cinéma. Et là, t'as plein d'hommes très nazes, et d'hommes qui jouent très bien ces hommes très nazes, je trouve. Donc, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un film hyper intéressant. Moi, ça m'a beaucoup aidé qu'après tu me racontes aussi toutes les tapisseries, tous les symboles en fait. Que quand t'es dans le film, en plus moi encore une fois je vous l'ai dit, mais du coup je vis le film. Donc à la fois j'ai son trauma à elle parce que quand elle est en train de pleurer j'ai envie de chialer, tu vois, et de mourir avec elle. Et à la fois dès qu'il y a des moments un peu stressants, je suis trop mal. Donc c'est sûr que j'ai pas décortiqué le symbolisme d'un coup quoi. Et du coup, tu m'as bien aidé là-dessus. On a regardé la théorie de Graham, qui est un youtubeur, encore une fois, et qui montre le meurtrier caché dans Midsommar. Et c'est notamment le personnage de Pélé, donc ce garçon qui est content qu'elle arrive au festival. Et en fait, il va travailler sur toutes les tapisseries qui sont montrées dans le film en disant « les tapisseries racontent l'histoire ». Et c'est hyper intéressant. De toute façon, le travail pictural sur ce film est très intéressant. Ari Aster, c'est ce qu'il fait. Dans les techniques filmiques, t'as beaucoup de malaise qui est créé par des longs plans fixes. Puis, tu sais, au tout début du film, en fait, ça se passe l'hiver. T'as de la neige à chacun des plans. C'est ce paysage urbain dévasté, terme qui évoque la mort, en fait. Et c'est vraiment le début du film, c'est la mort de sa sœur et de ses parents.
et qui va contraster extrêmement avec l'été, justement, à Arga. Et en fait, dans cette communauté, et tu retrouves la même idée que dans Blink Twice, de créer l'enfermement dans des espaces ouverts. Complètement. Avec la drogue, toujours. Oui. Qui est une soumission chimique beaucoup utilisée dans ces films. On n'invente rien. Hein. Ouais. En fait, t'as l'alternance entre des plans larges et donc sur cette communauté, sur la nature, et des plans fixes sur Dani, donc sur son visage. L'actrice Florence Pugh, elle incarne un personnage qui est fragilisé, incertaine, elle manque de confiance en elle, elle est soumise et dépendante à son copain, elle a peur de l'abandon, et en fait tu as énormément d'empathie, je trouve, pour elle. Oui. Vraiment, comme tu disais, comme tu disais sur Blink Twice, t'as envie de la contenir. Moi j'ai envie de lui faire des câlins. Elle excuse tous les comportements nuls de Christian, t'as envie de lui dire mais quitte-le. Et justement, elle oscille entre des moments où elle gère son chagrin et son deuil, et comme tu dis, elle se retient de pleurer pendant tout le film. Ouais. Et le seul moment où elle expulse, c'est avec toutes ces femmes où elle crie tout ensemble. C'est vachement beau en fait. Ouais, complètement. Christian, son copain, il est lâche, il n'a pas de personnalité, il n'a pas de sens d'identité propre, lui aussi il est incertain, il est évitant. Donc ce qui fait penser aux troubles de la personnalité, non pas aux troubles de la personnalité, mais aux troubles de l'attachement, tu sais, anxieux, évitant, qui s'attirent, parce qu'ils comblent les failles l'un de l'autre. Là vraiment, on voit ça, que lui il n'a pas le courage de la quitter, mais qu'il est incapable d'être là pour elle. Complètement. Vraiment, c'est terrible, et qu'elle, elle a rien d'autre. Elle a perdu sa famille, donc il lui reste que Christian, quoi. C'est terrible. Donc t'as ce paysage urbain, des zooms brusques sur la maison, et ensuite t'as, une fois que t'es en Suède, beaucoup de travelling et de mouvements de la caméra qui chavirent pour refléter l'instabilité psychologique du personnage. Ça, c'est très important. Le trauma est omniprésent pendant ce film. Et enfin, j'arrêtais pas de te dire regarde, on dirait un tableau. La mise en scène picturale, une fois qu'on est en Suède. Donc ça, c'est la mise en scène picturale, c'est l'agencement des objets, des corps et du décor qui tend à reproduire l'esthétique d'une peinture. Ok. Voilà, et c'est vraiment, tu vas voir, cette imagerie, elle est impeccable. Oui, c'est magnifique, hein. Par contre, il est magnifique. Vraiment, d'un point de vue filmique, on peut rien reprocher. Donc Ari Aster, ce réalisateur complètement fou, qui fait du Elevated Horror, il avait fait Hérédité. Ouais. Ça, je sais pas, je pense que ça pourrait aller. Ah bon? Si Midsommar est passé, Hérédité pourrait passer. Et Boys Afraid, qui est un film terrible avec Joaquin Phoenix, que j'ai vu en salle. Ça a duré 3 heures et j'avais envie de me tuer au bout de 2 heures. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il est long, et par contre j'ai pas du tout senti la longueur. Je pense que j'étais trop dans l'intensité. De l'attente, surtout, de ce qu'elle arrive. J'avais lu aussi, ça fait rire qu'il s'était un peu marré, le réalisateur, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont pas cru que c'était une communauté inventée. Ils étaient persuadés, il y a tellement de... Alors il s'est inspiré de beaucoup de choses, mais il dit non, vraiment, c'est pas une communauté qui existe, et t'as l'impression que le folklore est tellement grand qu'il y a des gens qui ont vraiment eu envie d'y croire, quoi. Tu sens que ça a vraiment passionné, donc j'ai trouvé ça intéressant. Ça doit exister, hein, sachant que... Bien sûr, mais ce qu'il dit, c'est non, enfin, en tout cas, j'ai pioché des trucs, mais il n'y a pas une communauté suédoise, il y a des gens, c'est sûr que Midsommar, c'est sûr que c'est fêté comme ça, enfin voilà. Mais tu vois, ils ont presque un désir que ça existe, si tu suis un peu un peu l'idée, morbide, complètement, il y a un truc un peu comme ça... Et en effet, je suis pas d'accord avec ces critiques-là de non, ça ne termine pas bien. Enfin, pour moi, c'est horrible. Elle reste du coup quand même prisonnière et coincée. Elle aura plus de personnalité propre. Tout va s'effacer en fait dans cette communauté. Ouais, dans cette secte. Qui est terrible. Et j'avais beaucoup aimé dans la vidéo, j'avais adoré. En fait, il te montre que c'est des théories. Donc ça, c'est pas du tout des choses dites dans le film. Mais par exemple, ils disent en fait... on sait pas si tout le monde est hyper ok d'être dans cette communauté, et ils montrent une scène où les gens de la communauté font leur petite affaire, et t'as une femme qui est un peu recluse avec une autre femme, on dirait qu'elle est triste. Elle pleure, ouais. Et en fait t'as un truc, ils disent faut presque se cacher, parce qu'il faut pas montrer... au reste de la communauté. Ça se trouve c'est pas vrai du tout, mais j'avais bien aimé cette analyse en tout cas. Non, je suis d'accord, forcément dans cette communauté tu vois que ce qui est poussé c'est la disparition de l'individualité. C'est ça, à l'extrême quoi. Et de l'identité, et justement elle ressent, en fait eux ils célèbrent
le solstice d'été avec les sacrifices. Et les premiers meurtres qui arrivent, c'est les sacrifices des 2 personnes âgées. Ouais. Parce qu'en gros, Pélé, le Suédois, explique les cycles de la vie. En gros, le printemps, c'est l'enfance et c'est jusqu'à 18 ans. Ensuite, t'as l'été qui est l'âge adulte jusqu'à 36 ans. De 36 ans jusqu'à, on va dire, 56, c'est l'automne. Et après de 56 à 72 c'est l'hiver, et elle dit mais qu'est-ce qui se passe après 72 ans, et il répond pas. Et en fait justement les gens qui ont plus de 72 ans sont amenés à se suicider, et en fait tu vois que cette femme elle pleure à la fin parce que en gros il y a un membre de la communauté Arga qui a été tiré au sort pour être sacrifié, et en fait tu dis elle doit être liée à ce mec et elle doit être triste en fait que lui soit prélevé quoi, entre guillemets. Qui sont des scènes, donc les suicides très graphiques quoi, très... tu t'attends, alors que c'est vrai que dans le genre de film c'est étonnant d'attendre ça, mais je m'attendais à un cut quand même, c'est con hein, tu vois vraiment... non, vraiment, et puis c'est évidemment que le but du film c'est aussi de ça. Ah mais il a vraiment voulu, il a un côté un peu sadique quand même, qui sont... je pense que quand j'ai des flashs de ce film, c'est des images un peu comme ça qui reviennent, tu vois. Moi c'est marrant parce que quand je vois des effets comme ça, gore, je vois que du latex. Ah ouais, et moi je te dis, impossible, je colle, là, c'est une tête explosée, point, tu vois. Vraiment, il faudrait qu'on regarde plus de making-of ensemble. Peut-être. Mais après, c'est pas une caractéristique que j'aime pas. J'aime bien l'idée de... je suis à fond dedans. Alors sur l'horreur, c'est vrai que c'est pas très pratique, mais sur tout le reste, c'est tellement cool que je me dis, si je commence à être trop méta pendant que je regarde... ça va me couper de quelque chose quoi, de voir trop de ficelles. Donc à la fois c'est une bonne chose et une mauvaise chose, on va dire. Bah, merci à toi en tout cas de m'avoir accompagnée donc sur ce chemin de l'exploration de l'horreur, parce que Les Chambres Rouges on l'a vu pour la première fois ensemble. Blink Twice, j'ai lourdement insisté pour qu'on le voit ensemble. Midsommar, voilà, je sais que t'es sortie de ta zone de confort cette année avec moi. Complètement. J'espère que c'était pas trop dur. Très intéressant. Et merci à toi d'avoir été là ce soir encore une fois pour tes éclairages. Avec plaisir. Et pour ta présence. Et merci à vous pour votre écoute. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À plus. Au revoir.